Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amaya. De rien. C'est un grand honneur aujourd'hui que j'ai de vous présenter notre invité, Henri Gougaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, d'être venu jusqu'à nous, dans notre région. Bah oui, non, c'est avec plaisir. Hein. Vous êtes invité à Sorgues, au pôle culturel Camille Claudel, à Sorgues, où vous allez présenter des histoires d'amour sous forme de contes. Vous êtes conteur, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur sur différentes radios, vous êtes aussi un chanteur, un parolier de chansons françaises. Non, ça c'était dans une autre vie. C'était dans une autre vie. Enfin oui, je ne peux pas nier. Mais ça fait partie aussi de votre carrière. Je ne peux pas nier que j'ai écrit beaucoup de chansons. Ouais. Et donc ce soir, vous allez nous parler d'histoires d'amour. Des histoires, alors ce sont des contes, c'est-à-dire des histoires traditionnelles. Des contes réservés plutôt aux adultes, a priori, c'est cela? Bon, alors là, c'est une classification dans laquelle je ne rentre pas parce que d'abord, je résiste autant que je peux au fait de saucissonner les gens par tranche d'âge, et puis aussi pour des objets culturels, on pourrait dire comme les contes qui ont été pendant des millénaires la littérature des illettrés, puisque tout le monde était illettré, ou presque. Voilà, alors je pense, je suis sûr qu'il n'y a pas de contes pour les enfants, pour les adultes, pour les vieux, pour les handicapés, pour les femmes, pour les hommes. Ça, oui. Il y a des contes qui sont réservés aux femmes. Il y a des contes que, traditionnellement, les femmes se racontent entre elles. C'est d'ailleurs le plus souvent des histoires qui tournent autour du cocufillage du mari. Mais enfin, c'est une autre histoire. Il y a des contes d'initiation des filles, des contes d'initiation des garçons. Enfin, il n'y a pas des contes pour les moins de 5 ans ou les plus de 90. C'est ça qui est de miraculeux avec les contes, d'ailleurs. C'est que un conte, un enfant de 5 ans peut y trouver son conte, si j'ose dire, mais un vieil érudit de 90 aussi. Dans la même histoire. Donc, voilà, moi je ne suis jamais rentré dans ces trucs-là, dans ces catégories. Alors, oui, je vais raconter des contes amoureux, des contes qui parlent d'amour ou qui font l'amour. Et voilà. Je ne peux pas vous dire quoi. Enfin, je ne sais pas quand passera cet entretien que nous avons, parce que peut-être il passera après la soirée. Il passera après la soirée, après la soirée. Donc, je ne sais pas encore ce que j'aurais raconté. Voilà. Ça veut dire que là, vous ne savez pas quelle sélection de contes vous allez présenter? Pas tout à fait. Si, en gros, mais je me dis qu'il faut... je ne sais pas, parce qu'il y a quelqu'un, une journaliste que j'ai eu au téléphone qui m'a dit que c'était pour les enfants de plus de 10 ans, mais qu'il ne fallait pas que je raconte des trucs trop hard. De toute façon, les contes, hein, c'est pas... Ce sont des contes pour nous, hein, c'est pas bon, c'est pas bien. Alors, est-ce que ces contes-là sont basés sur des réalités de vie entre des hommes, des femmes, un monde, des cultures? Oui, bien sûr. Les contes ne parlent que de ça. Les contes ne parlent que de la vie. C'est-à-dire la naissance, l'amour entre hommes et femmes, voilà, tout ce qui peut se passer entre un homme et une femme, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fout là, la mort. Les contes ne parlent que des grandes questions comme ça. Ils parlent que de ça. Et voilà, alors, ils racontent des histoires autour de la mort, par exemple, du pays des morts, ou autour de la naissance, ou autour du sens de la vie, ou autour de ce qui peut se passer entre un homme et une femme. Alors, on peut dire qu'ils disent la vérité, parce qu'ils rendent compte de la vérité des âmes, de la vérité des sentiments.
quand on parle d'une histoire d'amour problématique, même parfois maudite, enfin je veux dire, il y a des histoires d'amour terribles, on parle de la vie. Quand on raconte une histoire d'amour qui se passe bien et où à la fin ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants, ça existe aussi. Je veux dire que voilà, les contes ne mentent pas sur la vie. Est-ce qu'on pourrait associer ces contes-là à des conférences, par exemple, sur des thèmes précis de vie, de lien social ou de moralité ou même parfois d'âme, mais de façon beaucoup plus ludique, justement, comme on raconte une histoire et du coup on a l'impression de s'imprégner de cette histoire-là et de se sortir de ces contes avec une connaissance. Il nous faudrait, je sais pas, il nous faudrait des kilomètres d'internet là pour des kilomètres d'internet. Oui, pour que je puisse vous répondre utilement à ce genre de questions. Parce que quand vous avez parlé de conférence, ça m'a un peu surpris. Une conférence, ça explique. Hein? Ça rend compte logiquement, de manière érudite, ça traite un sujet. Mais là aussi, si je puis dire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas... Je raconte, ça veut dire que je fais un film. D'accord. Tout ce que mon but, c'est de dire des mots qui vont faire que un film va se déclencher et se dérouler dans votre tête. C'est ça qui m'intéresse. Le conte, l'art du conte est l'art du spectacle le plus libertaire qui soit, le plus anarchiste qui soit, si j'ose dire, dans la mesure où le conteur propose un film par personne. S'il y a 180 personnes ce soir, il va y avoir 180 films différents qui vont naître dans la tête, si je raconte bien, qui vont naître dans la tête des gens à partir de ce que je dis. C'est une musique qu'ils vont recevoir aussi. Ça n'a rien à voir avec l'explication. Nous avons deux sortes d'intelligence. L'intelligence mentale, explicative, logique, et l'intelligence des sens. Bien sûr. Et c'est là-dessus que vous vous y appuyez sur que se fondent tous les arts. Et voilà, et je n'use que de cette intelligence-là, l'intelligence des sens. Ça n'a rien à voir avec des conférences. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a 3 jours, je participais à un colloque de médecins, de thérapeutes qui réfléchissent sur l'hypnose ericksonienne, l'utilisation de l'hypnose dans les cas d'opération, d'accouchement, enfin bon. Oui, anesthésique. Voilà, c'est ça. Et ils cherchent à utiliser le conte dans leur thérapie. Le conte qui est extrêmement efficace aussi dans ces cas-là, enfin dans certains cas, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que... Non, mais c'est intéressant parce que ça montre que ça peut aller très très loin en fait, quelque part. Oui, bien sûr, mais donc je leur ai dit, c'était des gens intelligents qui faisaient des communications comme on fait dans un colloque. Moi, j'avais rien. Je leur ai dit, j'ai rien à vous dire, sauf que, est-ce que vous êtes amoureux? Voilà. Si vous êtes amoureux, vous racontez avec ça, c'est tout. Ouais. Vous parlez avec ça. Vous parlez avec cet état amoureux que vous avez et tout se passera bien. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de truc, il n'y a surtout pas de technique. Il n'y a surtout pas de technique. Si vous êtes amoureuse d'un homme, que ça vous viendra à l'idée de le définir comme un bon technicien. Allez. Non? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors ça veut dire que quelque part, la façon dont vous contez ou que vous racontez peut avoir une différence d'élocution en fonction de ce que vous vivez aussi, vous, Henri Gougaud? En fonction de ce que je vis, de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous ressentez? C'est-à-dire que l'interprétation que vous pouvez donner au public peut varier aussi en fonction de ce que vous avez vécu les derniers jours ou ce que vous avez pu ressentir en fonction de vos émotions?
Bien sûr, on ne raconte jamais 2 fois la même histoire de la même manière. Jamais tout à fait. On ne peut pas dire, je vais pas... quand je raconte une histoire, je la sais, je la raconte, je l'ai déjà racontée, donc c'est à peu près pareil. Mais pas exactement pareil. Parce que je ne suis jamais... je ne suis pas celui qui était là hier. Enfin, qui n'était pas là hier. Enfin, oui, je suis de ceux, et comme tout le monde d'ailleurs, qui renaissent tous les matins. On n'est pas pareil d'un jour à l'autre. On n'est pas pareil selon qu'il fait beau dehors ou qu'il pleut. Enfin bref, on n'est pas pareil selon le premier coup de téléphone qu'on reçoit le matin. Je sais pas moi. Voilà. Comment c'est venu cette envie de raconter? En fait, j'ai jamais eu envie de raconter. Les hasards de la vie ont fait que, à une certaine époque, au début des années 70, j'ai été amené à... Je vivais de la chanson. À cette époque-là, j'écrivais les chansons. Mais les hasards de la vie ont fait que j'ai raconté une histoire sur France Inter, dans une émission de Claude Villers qui s'appelait Pas de panique. Et bon, j'ai raconté une histoire, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, je ne m'en souviens pas. Et puis, il m'a entendu, donc il m'a dit, tu ne veux pas continuer? Je lui ai dit, continuer à quoi? Ben, tu peux raconter, faire une chronique dans l'émission comme ça. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est payé combien? Et il m'a dit combien c'était payé. J'ai dit, merde, c'est pas mal quand même. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Et je l'ai fait uniquement parce que c'était assez bien payé. Je n'écoutais pas la radio. Je n'ai jamais été un auditeur de radio. Je n'ai jamais été un spectateur de télé non plus. Sauf pour les matchs de rugby principalement. Mais enfin bon. Et voilà. Je l'ai fait au début de manière tout à fait intéressée. Et puis j'y ai pris goût. J'y ai pris goût parce que c'était une bonne bande où on allait de temps en temps faire des bonnes bouffes dans de bons restaurants. Bon, voilà, c'était sympa. Mais j'ai toujours été, enfin toujours, pas toujours, mais j'étais persuadé que dès qu'on s'apercevrait que j'ai de l'accent et que ma voix n'est pas timbrée, je disparaîtrais à la radio. J'étais complètement atypique à la radio à cette époque. Il n'y avait pas d'accent, il n'y avait pas de voix détimbrée. Et c'est justement ce qui a fait peut-être que les gens se sont un peu... Enfin, m'ont reconnu quand je parlais à la radio. Et ça a suivi 10 ans de radio. Bon, où je passais mon temps à raconter des histoires. Jusqu'au début des années 80. Et après, les gens qui m'avaient entendu à la radio m'ont téléphoné pour m'inviter à raconter chez eux. Au début, j'ai dit mais non, je ne sais pas faire. C'est pas à la radio, on a un papier, on se raccroche au papier. Bon, voilà. C'est pas mon truc. Je vais pas raconter des histoires. Puis quel intérêt de raconter des histoires sur une scène? Et puis un jour, je me suis laissé prendre. Je me suis laissé tenter. C'est par un défi, en fait, qui m'était lancé. L'idée, c'était, parce que je lui avais dit au téléphone à la personne, je lui avais dit, j'ai pas d'histoire à raconter. Elle m'a dit, eh bien, écoutez, on fait ça, on met un réveil sur la scène, on met la sonnerie sur 1h30 après le début de la soirée. Vous racontez de 9h à 10h30, à 10h30, vous vous arrêtez, vous faites ce que vous voulez. L'impro, ce que vous voulez. J'ai dit, d'accord. C'était dans un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Différence. Donc, et j'ai fait ça. Et j'ai pris un plaisir fou parce que, effectivement, moi, il n'y avait aucun enjeu. Il n'y avait aucun enjeu. D'aucune sorte, j'ai dit aux gens, vous êtes bien imprudents d'être venus parce que je ne sais pas ce qui va se passer.
Puis finalement, on a parlé de fil à l'aiguille, j'ai raconté des histoires. Et ça s'est très bien passé, et j'y ai pris goût, et j'ai continué. Et puis là-dessus, j'ai rencontré un jeune homme qui voulait être agent d'artiste. Tout ça, il est devenu mon agent, et c'est lui qui s'est occupé de tout à partir de ce moment-là. Et puis voilà, j'ai continué. Mais alors, petit à petit, ça c'est l'anecdote, c'est ce qui n'est pas intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il se passe quelque chose avec les gens quand on parle. Et il se passe quelque chose, pas simplement quand on parle comme ça, quand on raconte ces histoires qui n'ont aucun sens, qui ne véhiculent aucune information utile, qui ne sont même pas vraisemblables, qu'un enfant de 5 ans ne croit même pas. Hein? Et pourtant, ça dure depuis des millénaires, et pourtant, ça fonctionne toujours. Parce que ça nourrit aussi. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ça nourrit la personne. Quoi? Ça nourrit la personne, ça nourrit les sens, ça nourrit l'imagination, ça nourrit la créativité. On peut dire ça comme ça. Oui. Oui. Mais c'est aussi une école de vie. Apprendre à... Moi, j'anime des ateliers réguliers à Paris et à Bruxelles. Et ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves, c'est la chose la plus difficile qui soit au fond, c'est la simplicité. Ouais. Devenir simple, devenir ce qu'on est. Ne pas chercher à faire des effets, des trucs, ne pas chercher à se rendre intéressant. Vous savez, je ne sais pas, moi, ma grand-mère me disait ça, ne fais pas l'intéressant. Non, être, voilà. Authentique. Être ce qu'on est. J'ai eu la chance de fréquenter des gens comme ça, qui, à l'époque où je chantais, où j'écrivais des chansons, j'étais proche de Georges Brassens, par exemple, avec qui j'ai fait de longues tournées, puis que je fréquentais aussi. Bon, Brassens, je n'ai jamais vu différent sur scène et en privé. Il était pareil, normal, authentique, c'est un bien grand mot, normal. Oui, c'est vrai. Voilà. Et un conteur ou une conteuse qui n'a de désir que de vous faire aimer ce qu'elle aime, ouais. C'est tout. Et faisant ça, on travaille, c'est comme ça qu'on travaille à la vie, à la culture de la vie. Parce que quelle est la terreur la plus constante, la plus universelle aussi des gens, c'est la solitude, la crainte d'être seul. Est-ce que je suis seul à ressentir ce que je ressens? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Entre les préoccupations les plus personnelles, la question est toujours la même. Est-ce que nous sommes seuls? Ne pas être seul. Raconter une histoire à quelqu'un, c'est raconter quelque chose qui m'a ému, qui m'a touché, qui m'a fait pleurer ou qui m'a fait rire. Et l'idée, c'est que je te fasse rire ou pleurer avec cette histoire-là, de manière à ce que je puisse dire « je ne suis pas seul à ressentir ce que je ressens ». Voilà. C'est une manière de... Et ça, mais ça, c'est pas simplement un truc pour tromper la solitude. J'ai un ami proche qui est biologiste et qui travaille sur les cellules et en particulier sur le suicide des cellules. Mais enfin, c'est une autre question, qui m'a expliqué que une cellule, voilà, de fœtus dans le ventre de sa mère, une cellule qui naît, si elle n'arrive pas à s'accrocher à une tribu de cellules, à une autre, à quelques autres cellules, elle meurt.
Or, les autres cellules, elles déclenchent des sortes d'appels. Enfin, il se passe des trucs. Voilà. Même au niveau des cellules, elle ne peut pas rester seule. Comment sont basées ces histoires, ces contes? Est-ce que c'est vous qui les écrivez? Comment sont-elles fondées? Dans la tradition orale, je vous signale entre parenthèses que les contes sont les seuls objets culturels, on peut dire, disons, appelons-les comme ça, à avoir survécu à toutes les avanies historiques possibles. Il y a des contes qu'on raconte encore aujourd'hui qui nous viennent de l'Égypte ancienne ou de la Chine ancienne et qui ont circulé comme ça dans le monde de bouche en bouche, de bouche à oreille et qui ne se sont jamais perdus. Et pourtant, ils étaient portés par le média apparemment le plus fragile qui soit, la parole humaine. Pendant des siècles, pendant des millénaires, ils n'ont jamais été écrits. Le petit chaperon rouge, par exemple, je ne dirais pas qu'il est né en Chine, mais enfin, le plus ancien texte écrit qui raconte son histoire, il est chinois, il date du 7e siècle. Imaginez le petit chaperon rouge qui est parti de Chine, qui est venu jusque chez nous, il a traversé les océans, les mers, les pestes, les guerres, les révolutions, tout quoi. Il ne s'est pas perdu, jamais. Comment ça se fait? Ils ne se perdent pas, les contes. Ils ne se perdent jamais. Et ils continuent d'être racontés, d'être vivants, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'était votre question? Comment les contes que vous transmettez, oui. Comment sont-ils fondés? L'histoire, comment est-elle écrite? Oui, c'est ça. Quelle est la trame? Alors, c'est pas si facile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de conte fondateur. Il n'y a pas de texte fondateur du petit poussé, du petit chaperon rouge ou Blanche-Neige. Il n'y a pas de texte original. C'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question parce que. Donc c'est à partir de quoi on raconte, à partir d'une version qu'on a trouvée, c'est la solution facilitée. Mais normalement, si on fait le conteur traditionnel de toujours, on se fonde sur le scénario du conte. Voilà, soit un homme qui est pauvre, il vit dans la forêt, il a 7 enfants, il ne peut plus les nourrir, il va les perdre dans la forêt, ses enfants rencontrent un ogre, et puis, bon, enfin bref, il y a un scénario. À travers ce scénario, pour écrire ce scénario, est-ce que vous vous nourrissez aussi de votre vie, de vos rencontres Mais forcément, je ne peux pas raconter une histoire qui ne me concerne pas. Je ne peux pas raconter une histoire qui n'a pas d'écho en moi. Vous non plus, personne ne peut. À partir de là, à partir du moment où... Qu'est-ce que c'est qu'aimer une histoire? C'est se laisser attraper tout à coup par une histoire qui a un écho en vous. C'est la vivre. Oui, qui vous concerne quelque part, qui vous parle, qui a quelque chose à vous dire à vous personnellement. Voilà, mais quoi? Ben ça, je ne sais pas, peut-être que vous non plus, peut-être que vous le savez un peu, pas trop, on ne sait pas quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai fait de la chanson. Je crois qu'il y a traditionnellement une connivence forte entre la chanson et les contes. D'ailleurs, souvent, les artistes, les chanteurs, les musiciens qui faisaient danser les villages, ils étaient conteurs aussi. Ça va ensemble. Et puis, en plus, ça fait partie du même art populaire. Il y a un art du peuple, vraiment, qui a toujours nourri le peuple et qui n'est jamais sorti du peuple. La chanson, le conte. Puis une certaine imagerie aussi, une certaine façon de faire des images, quoi. Il y a une façon aristocratique et une façon populaire. Pendant longtemps, l'opéra a été populaire. Puis il a été confisqué par les riches. Alors on s'est rabattu sur autre chose. Alors justement, ces contes-là,
deviennent populaires. Vous, en tout cas, vous êtes moi, je les écris à ma manière, oui. C'est-à-dire je les raconte à ma manière, de façon à ce que ils soient, enfin, selon mon point de vue, évidemment, de façon à ce qu'ils soient aussi opérants que possible. C'est-à-dire aussi précis, aussi fort en image que possible, aussi obsédant que possible. Mon ambition cachée, inavouable, c'est d'obséder les gens avec mes histoires. Que les gens s'obsèdent d'une au moins, quoi. Parce que si j'arrive à pénétrer assez profondément avec une histoire dans le cœur ou dans le corps au moins d'une personne, je sais que ce conte est capable de lui faire changer de vie complètement. C'est arrivé. J'ai eu des témoignages de ça. Et là, je pourrais me dire peut-être, tiens, je ne suis pas venu pour rien. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Il y a une femme qui m'a dit ça un jour, qui est venue me voir dans une librairie où je signais des livres. Et elle me dit, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez sauvé la vie. Je lui ai dit, attendez, il ne faut pas quand même exagérer, c'est la première fois qu'on se voit. Racontez-moi ça. Et elle me dit qu'elle s'est trouvée un soir dans une soirée où je racontais des contes et où justement ce soir-là, j'ai rencontré, elle était très dépressive, m'a-t-elle dit, et alors on en a parlé. Je dis, c'est un conte qu'elle avait déjà entendu, que j'ai raconté, mais ce soir-là, il a eu un écho particulier. Peut-être que je l'ai raconté de manière un peu différente, mais enfin, en tout cas, ce conte a été absolument décisif dans sa vie et elle ne s'est pas suicidée. Et là, je peux me dire, ok, je ne suis pas venu pour rien. Voilà. Parmi toutes les histoires que vous racontez, est-ce qu'il y en a une parmi d'autres qui vous touche particulièrement? Oui, bien sûr. Quelle est-elle, si je peux me permettre? Ben justement, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. D'accord. Parce que je considère les contes comme des êtres vivants. Ce n'est pas une manière de parler. J'ai expérimenté ça. J'ai fait un certain travail voilà, du côté de... J'ai connu plusieurs chamans, j'ai travaillé avec plusieurs d'entre eux, donc, et partout d'ailleurs, chez les peuples dits primitifs, on considère que les contes sont des êtres vivants. Moi aussi, j'en ai fait l'expérience, je sais que ce sont des êtres vivants, et mes relations avec les contes, c'est comme avec des êtres vivants, c'est-à-dire vous avez des amis plus ou moins proches, et à partir d'une certaine proximité, il s'agit de ma vie privée. Donc, j'ai 2 ou 3 contes qui font partie de ma vie privée, et puis voilà. Merci Henri Gougaud pour cette rencontre. Avec Merci plaisir. Infiniment. Avec plaisir.